Cher Volodymyr, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux d'accueillir à nouveau à Paris le président Zelensky, 15 jours, jour pour jour après sa précédente visite, et à un moment qui pourrait être décisif pour l'avenir de la paix en Ukraine et de la sécurité en Europe. En ce jour symbolique, 34 ans, jour pour jour, après le référendum d'indépendance, où partout en Ukraine, la population a voté librement pour être indépendante, y compris dans les territoires que certains voudraient aujourd'hui contester. Je veux ici d'abord témoigner au président Zelensky, à travers lui à toute l'Ukraine, tout notre soutien après les nouvelles frappes qui ont visé le pays, martyrisé la ville de Kiev, et je voudrais ici redire nos condoléances. Et après ces dernières heures, la frappe qui a touché Dnipro, là aussi en faisant plusieurs victimes civiles. Ce bilan est lourd, insupportable, et il dit aussi combien la Russie signe et aggrave un peu chaque jour le forfait de son agression, en contredisant les lois les plus fondamentales de l'humanité et du droit international. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après 2 semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il était important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Après les discussions qui se sont tenues à Genève, les discussions qui se sont tenues ces derniers jours à Miami, et après la réunion que nous avons tenue de la coalition des volontaires, à laquelle a été associé pour la première fois à nos côtés le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris un rôle de médiateur, et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. Et c'est l'objectif central des négociations qui se sont tenues ces dernières heures et ces dernières semaines. Mais il est clair pour nous tous que lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens. Reconnus par le droit international, elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table, et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Lorsqu'on parle des actifs russes gelés, les pays concernés et l'Union européenne doivent être autour de la table, car ils en ont seuls compétence sur ce sujet. Et donc il est important sur chacun de ces points que les compétences soient bien respectées. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons d'avancer sur ce qui relève de nous. Nous avons donc finalisé le travail sur les garanties de sécurité, comme je l'évoquais, importantes pour la sécurité des Européens, des Français et des Ukrainiens. Les prochains jours donneront lieu à des discussions essentielles entre les responsables américains et la coalition des volontaires pour préciser la participation américaine à ces garanties, conformément à ce que nous avons décidé la semaine dernière. En parallèle, des discussions seront engagées pour que la Russie puisse donner toute clarté aux médiateurs américains dans ce contexte sur sa volonté de paix. Je ne doute pas que nous resterons tous unis aux côtés de l'Ukraine, du respect du droit international, de la paix et de la sécurité pour notre Europe. Je le redis ici aussi avec beaucoup de force, dans ce contexte, notre volonté, et je souligne la coordination très étroite que nous avons avec les Britanniques et les Allemands, est évidemment de bâtir une paix juste et durable pour les Ukrainiens, le jour d'après le cessez-le-feu, et pour l'ensemble des Européens. À ce titre, après les échanges que nous avons eus ensemble avec le président Zelensky, nous avons pu nous entretenir à la fois avec les
négociateurs sur place à Miami, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires européens pour prévoir les prochains jours et les prochaines semaines et que tout le monde soit pleinement tenu au courant des avancées. Ce déplacement est également l'occasion, et je finirai là-dessus, pour la France de réaffirmer son soutien à l'Ukraine face aux tentatives d'effacer son identité. La saison culturelle qui s'ouvre aujourd'hui, en la présence de la première dame d'Ukraine, que je remercie et qui était à nos côtés et qui sera avec mon épouse ce soir pour l'ouverture de ces travaux, signe notre volonté d'œuvrer dans la durée ensemble pour cette culture ukrainienne et pour nos liens culturels. La première dame, Madame Zelenska, et mon épouse ont aussi été au Quai d'Orsay pour continuer l'engagement et le soutien international à l'initiative que vous avez lancée, que votre épouse a portée, Monsieur le Président, cher Volodymyr, celle en faveur des enfants déportés par la Russie. Ils sont plusieurs milliers et ce sujet demeure et demeurera jusqu'à la dernière seconde un point évidemment de mobilisation de tous. En tout cas, la rencontre d'aujourd'hui a permis de faire avancer la concertation entre tous les Européens, de coordonner aussi nos vues avec les négociateurs et de rappeler l'importance de la mobilisation de tous pour une paix juste et durable. Comme je l'évoquais, dans les prochains jours, il y aura des discussions entre la délégation américaine et une délégation russe. C'est à l'issue de celle-ci que une plus grande clarté sera faite sur la volonté ou non de la Russie d'avancer. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de soutenir tous les efforts de paix. Dans l'entretemps, nous continuerons de soutenir l'effort de résistance de l'Ukraine. Nous continuerons de sanctionner la Russie car il en va de notre cohérence et il en va de notre sécurité. Je ne serai pas plus long, mais je vous remercie, Monsieur le Président, cher Volodymyr, d'être à nouveau à Paris. Vous savez tout notre soutien et toute notre amitié. Merci Emmanuel. Merci beaucoup pour nos relations amicales, pour le soutien de la France à l'Ukraine. J'apprécie hautement nos rencontres, notre coopération et ton soutien personnel. Je te remercie beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier également pour votre attention que vous apportez à l'Ukraine, à votre soutien inconditionnel qui continue puisque la guerre continue malheureusement et nous comptons sur ce soutien. Nous avons travaillé de manière profonde avec le Président, avec cher Emmanuel. Je l'ai informé du travail de notre délégation. Emmanuel a donné son appréciation et j'apprécie beaucoup tous tes conseils. Je te remercie encore. Nous avons discuté avec les leaders européens. Le Président vient d'en parler. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, la Pologne, le Danemark, la Finlande, le secrétaire général de l'ONU, la Commission européenne. Je remercie beaucoup pour cette discussion qui était très importante aujourd'hui. Je remercie également le président Trump pour son soutien, le travail de son équipe avec notre délégation. Ensemble avec Emmanuel, nous avons discuté aujourd'hui avec nos délégations. On était en contact avec Rustem Umerov, le représentant ukrainien, et Steve Witkoff, le représentant américain. Il y avait également Keir Starmer. Lors de cette discussion, et nous avons parlé des futures rencontres. On vit des jours particuliers aujourd'hui qui peuvent changer beaucoup tous les jours. Hier, il y a eu des pourparlers de la délégation ukrainienne aux États-Unis. Demain, le représentant du président américain se rendra en Russie. Nous essayons de terminer cette guerre de toutes nos forces. Et il faut terminer cette guerre de manière digne. Et si aujourd'hui, tout le monde travaille non seulement de manière active, mais aussi honnête pour la paix, pour garantir la sécurité, alors nous réussirons à faire ce qu'il faut pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi, je suis persuadée, pour l'Amérique et pour les intérêts à long terme du monde démocratique. Bien que parfois il semble que chacun travaille de son côté, l'Amérique, l'Europe,
l'Europe, mais nous travaillons tous de la même manière. Nous avons tous besoin de sécurité et du développement économique normal. Et c'est notre intérêt commun de vivre sans la guerre. La Russie doit mettre fin à cette guerre qu'elle a déclenchée et qu'elle continue. Ce n'est que sa guerre et c'est la Russie qui doit mettre un point final à cette agression. Nos actions communes y contribuent. Les priorités de l'Ukraine sont évidentes. C'est tout d'abord la protection et la garantie de sécurité, garantie de préservation de l'indépendance de l'Ukraine, la préservation de notre souveraineté. Nous allons le défendre. Nous travaillons pour garantir qu'il n'y aura pas de troisième agression de la Russie contre l'Ukraine et qu'il n'y aura pas que les pourparlers vont se poursuivre. La Russie, tant de fois, a déjà violé ses promesses, violé tous les accords qu'elle a signés. Et il est facile pour la Russie d'interrompre et de violer ses engagements. Donc il faut avoir des garanties solides de sécurité. Vous avez vu comment la guerre a changé en l'espace de ces 4 ans de l'invasion russe à grande échelle. Les drones, les missiles sont devenus plus nombreux et plus massifs. Les Russes frappent l'Ukraine tous les jours. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu une attaque violente contre notre ville de Dnipro. Malheureusement, il y a des victimes. Mes condoléances aux proches et il faut y mettre fin. Et le contrôle de sécurité est aussi une question importante qui doit être réglée. Je suis reconnaissant à la France et à tous nos partenaires qui, dans le cadre de la coalition de volontaires, préparent la sécurité réelle. Nous devons également garantir que la Russie elle-même n'ait l'impression qu'il puisse être perçu par elle comme une récompense pour cette guerre. La guerre ne doit pas être une affaire profitable pour que d'autres n'aient pas envie de la reproduire. C'est la raison pour laquelle nous avons des positions de principe quant aux sanctions et quant à la responsabilité pour les crimes de guerre, quant au statut juridique de nos territoires qui aujourd'hui sont occupés par les forces russes. Quant aux actifs russes, quant aux obligations de reconstruction, l'agresseur doit payer pour son forfait, pour l'agression. Plus unies seront les positions du monde, plus certain et longue sera la paix. Ça ne dépend pas que de l'Ukraine, ça dépend de notre position commune en Europe, de la position des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas question que de comment se terminera cette guerre, mais combien de temps de paix nous aurons. Le principe de soutien et notre position dans la préparation de l'accord, c'est la paix durable. Tous les partenaires doivent en être également conscients, comprendre tous les défis et tous les risques. Autre chose, en décembre, la France, et Emmanuel vient de le dire, commence une saison ukrainienne culturelle en France, ce qui souligne le poids de nos relations, l'importance de l'Ukraine pour l'ensemble de l'Europe. Les premières dames de l'Ukraine et de la France travaillent. Au nom de cela, je remercie toutes les universités françaises, 12 universités qui sont jointes aux études ukrainiennes. Je remercie également tous les centres éducatifs et culturels français pour le soutien qui ont accepter et engager les projets éducatifs et culturels ukrainiens. C'est important pour nous. La culture renforce toujours la politique et nous travaillons pour avoir des relations encore plus profondes et plus solides avec l'Ukraine. Et je suis persuadée que ce sera ainsi. Bien évidemment, nous avons discuté aujourd'hui, le sujet principal de nos discussions, c'est la fin de la guerre et le soutien de nos partenaires inconditionnels de la France, bien sûr, qui a été soulevé. Nous avons également parlé de nos relations bilatérales. Je remercie beaucoup pour ce dernier paquet de défense, qui est très important pour nous. Je te remercie beaucoup, Emmanuel, et toutes les institutions qui accélèrent ce processus. Nous avons
discuter des avions, de la défense antiaérienne. C'est fait bien évidemment toujours partie de notre agenda. Nous avons parlé également un peu de nos relations économiques. Nous avons soulevé la question de reconnaissance des permis de conduire ukrainiens. Il y a beaucoup de questions qui sont travaillées et je remercie beaucoup pour ce soutien aussi vaste de votre pays à l'égard de nos concitoyens. Merci encore et gloire à l'Ukraine. Merci. Je crois qu'il est prévu que nous prenions quelques questions. Bonjour, Monsieur le Président, selon une analyse publiée aujourd'hui par l'AFP, l'armée russe a réalisé en novembre sa plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an. Monsieur Zelensky, dans quelle mesure cette situation renforce pour vous l'urgence d'une solution négociée ? Et puis, s'agissant justement des négociations, une question pour tous les deux. Est-ce qu'il sort des dernières discussions en Floride, des échanges que vous avez eus aujourd'hui avec les négociateurs, une troisième version du plan américain qui sera présentée demain à Vladimir Poutine? Est-ce que cette version est désormais totalement acceptable par l'Ukraine et par les Européens? Et quels points sont conservés dans ce plan, notamment en matière de territoire? Merci. Merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne l'avancée de l'armée russe, je vous inciterai de regarder les informations de l'état-major ukrainien et non pas des médias officieux. Évidemment, il y a une avancée de l'armée russe, il y a quelques opérations et une offensive en cours qui n'ont pas encore obtenu de succès, mais les combats sont très durs sur le tronçon Pokrovsk et sur le tronçon Kupiansk. Et quand la Russie affirme depuis un certain temps qu'elle a pris le contrôle de Kupiansk, alors que nous savons que ce territoire était justement nettoyé et sous contrôle ukrainien, et il faut chercher l'objectivité dans ce brouillard de propagande, de guerre. La Russie a subi beaucoup de pertes au mois d'octobre. Justement, c'est là où ils ont perdu le plus d'effectifs en 4 ans de guerre. En octobre 2025, 25 000 morts en octobre. Alors, c'est une guerre. Elle est... je vous prie d'excuser mon expression. La ligne de contact, c'est une ligne vivante. Elle passe d'un côté ou d'un autre. Il y a des percées par petits groupes. Et c'est justement pas le matériel qui avance, mais maintenant c'est les petits groupes, les effectifs qu'on élimine. Et c'est pour ça que les Russes subissent de très grosses pertes humaine. Maintenant, il y a une avancée concernant la régénération de nos brigades, comment faire ça de manière équitable par rapport à l'intensité de combat et l'impact du terrain des combats sur la fin de guerre. Donc, je réitère, les pertes du côté ukrainien et du côté russe sont quotidiennes et c'est ces pertes-là qui nous poussent en fait chaque jour à précipiter la fin de cette guerre parce que le coût humain est terrible. Le problème des Russes, c'est qu'ils ne veulent pas s'arrêter malgré les pertes. Et pour la Russie, ce n'est pas une question, c'est une question de territoire, mais c'est une question qui doit être liée aux garanties de sécurité, parce que pour nous, au centre, c'est les gens. Nous devons garantir à nos citoyens qu'il n'y a pas de réitération d'agression. Donc, en ce sens-là, que tous les termes de cette fin de guerre doivent être unanimes, univoques.
Il faut faire pression actuellement sur la Russie, sur tous les fronts, non seulement sur le et nous subissons cette pression russe. Il y a des frappes, missiles. Il y a aussi la pression russe sur notre opinion pour essayer de casser cette résistance ukrainienne de l'intérieur. Et je ne parle pas des mesures politiques, parce que là, l'Ukraine est strictement tenue par sa constitution, par le cadre constitutionnel. Je ne veux pas parler au nom des médiateurs américains qui se déplaceront donc à Moscou dans les prochaines heures, mais ils vont mener une entreprise de médiation qui vise à clarifier les positions russes sur toute une série de sujets, dont celle de la paix. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Donc nous sommes encore à une phase préalable, mais je veux saluer les efforts de paix des États-Unis d'Amérique et l'effort de médiation qui sera fait demain une nouvelle fois. Валерія Пашко, Суспільне, The Public Broadcaster of Ukraine. Тож, пане президенте, щодо переговорів, які відбулися вчора, перше запитання до вас. Hier, la première question, est-ce qu'il y a eu des questions d'abandon des territoires? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'on a parlé des lignes de séparation et à quoi on est abouti en fin de compte? Ou peut-être était-il question des garanties des sécurités des États-Unis à l'Ukraine en cas de ЄС готує нові санкції проти Росії, що буде включено against Russian oil companies like Rosneft and Lukoil, which the US has imposed sanctions against before. посилення цих санкцій. No, please. Je vous remercie de votre question. Tout d'abord, les pourparlers ont eu lieu hier et aujourd'hui. Il y a eu plusieurs sessions. On vient de terminer la dernière rencontre il y a 30 minutes environ, peut-être un peu plus, lorsque nous avons contacté les forces en présence. Donc il s'agit d'un processus qui n'est pas terminé. Et je vous dirais franchement, la question territoriale est la plus difficile. La question de financement, de restauration, et je le dis toujours franchement, nous l'avons abordé sans la présence des partenaires européens. Il serait difficile de régler cette question car l'argent se trouve en Europe. Et en ce qui concerne les questions de garantie de sécurité, ce qui est important, donc les choses concrètes de la part des États-Unis et de la part de l'Europe, je dirais qu'il y a trois sujets principaux, trois treks, et ce sont des questions quand même délicates. Et il faut être très prudent. Je remercie nos forces qui mènent des négociations. Le plan s'améliore. Donc, les questions territoriales sur différentes régions de l'Ukraine a duré plus de 6 heures. Donc, les pourparlers se poursuivent. Les membres de l'équipe de négociation américaine ont partagé avec nous leur vision. Ils vont partager leur vision avec la partie russe. Nous, en tout cas, je reçois le retour de la part de notre délégation. Donc demain, ils seront en Irlande et demain, ils vont m'expliquer pas à pas où nous en sommes dans ces pourparlers. Et je suis également conscient que la partie russe reçoit également une réaction des États-Unis. Et donc les États-Unis recueillent la réaction russe. Donc et après cela, nous verrons où nous en sommes.
Et après, je suis persuadé que nous allons discuter avec nos partenaires européens sur tous ces points et nous attendons à une discussion avec le président des États-Unis s'agissant des aspects clés qui ne sont pas simples. Merci. La question, c'était sur les sanctions sur le pétrole et le gaz. Nous avons décidé le 19e paquet de sanctions et maintenant nous sommes en train de préparer le 20e et la partie américaine s'est associée de leur côté aux sanctions sur les compagnies pétrolières. Ça, c'est pas fait nouveau. Et donc maintenant, on peut dire que depuis le début de la guerre, la pression est au plan maximum. Donc maintenant, la sanction va continuer en s'accroissant, mais il faut s'assurer aussi ce que nous avons pu intensifier en parallèle, c'est notre combat contre la flotte fantôme. Et ça c'est deux sources très importantes et c'est pour la première fois que nous avons une approche aussi complète en termes de train de sanctions. Donc, nous, en même temps, agissons sur le pétrole et sur la flotte fantôme. Et je vous assure que dans les semaines à venir, la pression sur la Russie sera croissante pour qu'elle puisse moins de moyens pour financer cette guerre. Monsieur le Président Zelensky, Monsieur le Président Macron, bonjour. Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Une affaire de corruption secoue l'Ukraine depuis plusieurs semaines et a coûté vendredi son poste au chef de cabinet présidentiel Andriy Yermak. Monsieur le Président Macron, est-ce que vous estimez, comme Donald Trump, qu'il y a, je cite, en Ukraine un problème de corruption qui ne facilite pas les négociations ? Et Monsieur le Président Zelensky, est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire vous affaiblisse dans les négociations qui entrent désormais dans une phase décisive ? Puis, Monsieur le Président français, je me permets un sujet supplémentaire. La Belgique continue de s'opposer fermement à l'utilisation des avoirs russes pour financer l'Ukraine. Comment les rallier à votre position ? Est-ce qu'il sera possible de l'annoncer lors du prochain Conseil européen ? Et comment s'assurer que cet argent, s'il était utilisé, ne soit pas détourné une fois en Ukraine ? Merci. Sur les actifs gelés russes, je l'ai dit depuis le début, nous trouverons une option qui techniquement permettent de répondre à toutes les questions légitimes qui sont posées. Et moi j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre Bart De Wever qui pose des questions très précises, techniques. Et donc il faut qu'on puisse avancer. L'objectif est de finaliser cela pour le prochain Conseil européen, donc avant Noël. Et la Commission aura d'ailleurs des décisions annoncées dans les jours à venir. L'objectif est que ces actifs soient bien protégés, si je puis dire, de tout changement et qu'on arrive à en garder le contrôle et qu'ensuite les règles internationales soient respectées, mais que nous trouvions les solutions adéquates pour donner de la visibilité à l'Ukraine et un financement de son effort de guerre dans le temps long, ou un financement du soutien de ses armées et de leur format dans le temps long. Et donc nous continuons le travail avec exigence et respect. Pour ce qui est des questions de corruption, je laisserai le président Zelensky répondre, nous sommes très vigilants. Mais les entités en charge ont été créées, renforcées, et elles font leur travail librement. Les décisions qui devaient être prises ont été prises de manière souveraine par les décideurs ukrainiens. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante et en sachant justement poursuivre tous les décideurs, quels qu'ils soient. Je note que vous n'aurez jamais de problème de corruption en Russie et que c'est ça qui devrait émouvoir beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'entité indépendante qui gère ces sujets-là. Et donc, comme on donne de l'argent, comme on soutient un effort de guerre, il est normal qu'on soit exigeant, qu'on regarde cela. Donc des comptes sont rendus. Mais je constate qu'en tout cas, la lutte contre la corruption fonctionne, puisqu'il y a des décisions qui sont ouvertes et des décisions aussi politiques qui sont prises. Mais n'oubliez jamais, quand on parle dans le débat français, que ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez jamais ce type de décision prise du côté russe. Parce que la vraie dictature est là.
Merci de votre question. Votre question de savoir comment ce genre de choses existe, quel impact cela a sur le processus de pourparlers. Tout a un impact sur le processus de pourparlers. Et moi, en tant que président d'un pays en guerre, tous les jours, je prends des décisions différentes. La plupart sont compliquées. Depuis le début de cette guerre, je continue à prendre des décisions qui ont pour but de renforcer l'Ukraine. Merci. Bonjour, Lydia Taran, Ukrineform. Question à la fois attendue et inattendue. La réponse est attendue par beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez décidé de la longue ou courte liste des prétendants? Peut-être vous connaissez déjà le nom. Qui et quand sera le prochain chef du bureau du président? Peut-être vous pourrez donner ce nom maintenant. En français, il existe un constat largement répandu selon lequel, malgré tous les efforts, les Européens restent à ce stade insuffisamment impliqués dans les négociations. Est-ce que le point du plan entre guillemets européen, notamment celui garantie de sécurité, seront intégrés aux propositions que M. Witkow apportera demain aux dirigeantes du Kremlin? Je vous remercie de votre question. Je ne pense pas que cette question intéresse particulièrement le public français. Si. Il n'y aura pas de sensation, de quelque chose de sensationnel aujourd'hui. Je ne vais pas annoncer le nom. Je vais poursuivre mes pourparlers qui sont prévus à mon retour en Ukraine. Je le ferai. Ma décision dépendra, et je vais être très franc avec vous, de plusieurs choses. D'abord, le management, la gestion, et nous allons avoir un accent particulier sur la diplomatie ou d'autres axes qui restent très importants. Bien évidemment, nous avons des personnes dignes en Ukraine, dignes de prendre ce poste, et je pense que vous le verrez. Est-ce qu'on peut réduire et donner au moins quelques noms de cette liste? Attendons un peu. Pas réduire, si vous voulez, tout de suite. Alors, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Non, sur la deuxième question que vous posiez, je pense qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un effort de médiation américaine. C'est une très bonne chose, qui va maintenant mettre la pression sur la Russie. Voulez-vous ou non la paix? Et au fond, c'est une nouvelle forme d'initiative, et je veux vraiment saluer les efforts du président Trump et de son équipe depuis février dernier. Ils ont proposé d'abord un cessez-le-feu. Rappelez-vous, mars de cette année, le président Zelensky dit « Je suis d'accord avec le cessez-le-feu ». Ils y vont, les Russes disent non. Ensuite, on a eu une autre proposition vers juin. On a retravaillé ici à Londres. Les Russes ont dit non. Après, il y a eu Anchorage, proposition américaine de médiation. Les Russes ont dit non. Les Américains proposent encore quelque chose. Ils ont une médiation. Voilà, on va attendre la réponse russe. Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter le combat, à faire la paix? Très important. Donc il faut les remercier de cela, de cet effort. Je note quand même que ça fait 3-4 fois que les Russes nous ont dit non. Donc ils ne semblent pas très pressés de la faire. Là où vous avez un président qui a dit oui sur chacun des schémas, et nous l'avons soutenu. Maintenant, ça ne fait pas un plan de paix complet. La paix, ensuite, pour ce qui... on le sait bien, la rassemble. C'est un très gros travail. D'abord, les questions territoriales. Votre collègue a interrogé juste avant le président. C'est la responsabilité de votre président. Personne d'autre. Et c'est clair pour les négociateurs américains. Ils l'ont rappelé. M. Rubio, le secrétaire d'État américain, l'a dit avec beaucoup de force et a raison. Ensuite, la question des sanctions des Européens. C'est les Européens qui décideront sur un plan qu'il faudra bâtir ensemble. On ne l'a pas fait. Et donc, je pense qu'il faut bien voir que cette médiation américaine, elle concerne les Américains avec les Russes. Et ils se sont concertés avec principalement l'Ukraine, ce qui est normal, et avec nous. Mais ça n'est pas un plan de paix complet. Le plan de paix complet, il faudra l'Ukraine autour de la table, la Russie autour de la table et les Européens autour de la table.
Donc ce n'est pas encore maintenant, mais ça va arriver. Nous, depuis février dernier, on s'est préparé, en particulier sur la question des garanties de sécurité, qui est importante à 2 titres. Le premier, c'est pour que cette paix soit durable pour l'Ukraine et qu'à nouveau, elle n'ait pas une agression comme en 2014 et 2022. Et pour nous, Européens, pour cantonner la puissance russe et éviter qu'elle ne se rapproche. Et donc, à ce titre, on a préparé, on a fait toute cette planification dans le cadre de la coalition des volontaires. Et donc là, nous, on est prêts à négocier. De la même manière, on aura finalisé le travail, comme je l'évoquais à votre confrère, dans les prochains jours sur la question des actifs gelés russes. Donc voilà, il y a comme ça une série de sujets qui vont constituer à la fin un plan de paix et auxquels nous serons menés, dans lequel les Européens auront un rôle central, parce que plusieurs des sujets que j'ai réitérés au cours de cette conférence de presse ne peuvent être décidés sans les Européens. Néanmoins, il faut saluer l'importance de cette médiation américaine et j'espère qu'elle permettra de rapporter des indications d'une volonté de paix russe et des précisions sur cette volonté de paix russe et qu'elle existe. Voilà. En attendant, je redis ici notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien et à ses dirigeants, parce que chaque jour où on parle de paix en voulant entendre ce message depuis la Russie, on voit les bombes qui, venant de la Russie, tombent sur le sol ukrainien, tuent des civils, les plongent dans le froid, dans l'obscurité. Et donc les faits sont têtus. Comme disait il y a plus d'un siècle cela, un autre Russe. Les faits sont têtus et les faits disent plutôt la guerre. Et donc nous devons continuer d'aider l'Ukraine à résister et de bâtir une paix durable par la négociation. Cette conférence est maintenant terminée. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Merci, Président. Merci.